Arc-en-Ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-Ciel au cœur du Maroc. Arc-en-Ciel, la chronique. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel sur Radio Pluriel. Arc-en-Ciel, animation festive. Heureux de vous retrouver ce dimanche et à la deuxième édition sur sa nouvelle formule, l'émission Arc-en-Ciel, qui durera maintenant 2 heures de défilé en direct sur une radio plurielle, radio de la diversité et de la tolérance. Avant tout, nous souhaitons à travers cette émission, l'émission Arc-en-Ciel et radio plurielle, des joyeuses fêtes بالعيد المولد النبوي الشريف, عيد الالات, عيد له ابعاد. هذا العيد هذا نتمنى ان شاء الله يكون بادرة خير على بلادنا قمة وقاعدة, وكذلك على جميع الجالية المسلمة أينما كانت. على النبي صليت مولاي محمدي. بسم الله نزولة من عند رحماني, عند ربي مقبولة صار شهب الميزاني. La ilaha illallah, la ilaha illallah, kalima adima. Mesdames et messieurs, de retour à l'antenne et cette fois-ci avec notre deuxième chroniqueur de taille, le professeur chercheur dans le domaine de la migration, le professeur Belgendouz. Et nous tenons à le remercier par rapport à ses écrits, ses tribunes et surtout sa chronique avec nous dans l'émission Arc-en-Ciel. Et ce jour, il nous parlera dans sa chronique citoyen marocain à l'étranger, gestion de dossiers émereux et le nouveau gouvernement, avec une capitalisation des différentes expériences, mais aussi les scénarios possibles. Salut Karim Belgendouz, bonjour. Bonjour, salam alaikum. Wa alaikum salam, marhaban Salut Karim Belgendouz, à vous la parole. بالنسبة للمسلمين اللي تيسمعونا في هذا البرنامج المغربي Arc-en-Ciel واللي هما متواجدين في بلدان الإقامة أو داخل المغرب. Aujourd'hui, chers auditrices et auditeurs de l'émission marocaine Arc-en-Ciel, permettez-moi de partager avec vous quelques réflexions autour de la question d'actualité suivante que je voudrais préciser après l'intitulé qui a été donné. Alors, dans le cadre de la préparation en cours de la constitution du prochain gouvernement marocain, quelle structure gouvernementale pourrait être mise en place pour le dossier des citoyens marocains à l'étranger? Pour donner quelques éléments de réponse à cette question, il nous paraît nécessaire tout d'abord de restituer l'expérience marocaine passée concernant l'organisation gouvernementale du secteur citoyen marocain à l'étranger et de tirer les enseignements adéquats. Dans une deuxième étape ou deuxième partie, nous verrons quels sont les scénarios possibles pour le futur gouvernement. La troisième partie sera la suivante. Quelle formule organisationnelle pourrait convenir et pourquoi? Donc, développons brièvement chacun de ces 3 axes. Tout d'abord, la première partie, concernant l'expérience passée. Disons que la restitution des grandes lignes des formes prises par la structuration gouvernementale du secteur citoyen marocain à l'étranger nous amène à dégager chronologiquement 8 points de repère ou 8 phases que je voudrais identifier avec vous très vite. Je vous en prie. Première phase, c'est la période du laisser-aller et de la navigation à vue. Durant cette période, qui a duré pratiquement près de 30 années, donc elle est très longue, du début des années 60 au début de l'année 90,
du siècle dernier, les pouvoirs publics marocains étaient préoccupés essentiellement par l'exportation maximale de travailleurs marocains vers l'étranger. Au niveau de la gestion gouvernementale du secteur, 5 départements ministériels principaux participaient à l'organisation institutionnelle. 3 ministères à l'intérieur même du Maroc, qui sont le ministère du Travail, pour la sélection professionnelle et régionale des travailleurs immigrés, le ministère de la Santé publique, pour la sélection médicale dans le cadre des accords de recrutement et de sélection, pour avoir une main-d'œuvre jeune, robuste et en pleine force de l'âge. En troisième lieu, le ministère de l'Intérieur pour l'obtention du passeport. Et je me rappelle, sur le passeport, on mettait en guise de profession, on mettait profession de point émigré. Donc l'émigration était considérée comme une profession. Voilà. Et je me rappelle à l'époque même le ministère de l'Emploi, au ministère du Plan, considérait que tout départ vers l'étranger était une création d'emplois. À la limite, pour l'époque, il suffisait d'exporter la totalité de la classe ouvrière pour dire qu'on a réalisé le plein emploi. Enfin, 2 ministères marocains dans les pays d'immigration. Ministère des Finances pour la collecte de l'épargne des TME, comme on les appelait à travers le réseau bancaire, surtout une banque que je ne citerai pas, mais elle est très populaire, et qui avait même le siège dans les consulats. Et l'autre ministère, c'était le ministère des Affaires étrangères, avec la collaboration du ministère de l'Emploi, qui détachait un certain nombre de détachés sociaux, et du ministère de l'Intérieur, surtout pour la surveillance et l'embrigadement des TME à l'époque, à travers notamment les amicales. Car au lieu d'instaurer un rapport de confiance avec le Jalia, les autorités marocaines à l'époque privilégiaient alors la logique coercitive et répressive en considérant les expressions d'autonomie et d'émancipation des TME comme une subversion et une menace. Donc c'est un dossier qui n'était domicilié nulle part. Théoriquement, il était au ministère de l'Emploi, mais il était dispatché entre plusieurs. C'était en fait un dossier qu'on pourrait appeler SDF, son domicile fixe. Voilà la première phase. La deuxième phase, c'est celle du grand tournant de la fin juillet 1990, avec la nomination, le 31 juillet 1990, par feu Hassan II, d'un ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la communauté marocaine à l'étranger, en la personne de Rafiq Haddaoui, alors ambassadeur du Maroc à Moscou, et qui était auparavant directeur de l'agence de coopération internationale au niveau du Maroc. Le statut de ce ministère provenait du fait qu'on avait finalement pris conscience du caractère horizontal, multidimensionnel et interministériel du dossier de l'immigration, celle-ci ayant connu par ailleurs des mutations et changements structurels profonds. Ce n'était plus simplement des travailleurs qui partaient tout seuls, mais on a eu la féminisation, on a eu la pérennisation au lieu de l'immigration provisoire, momentanée ou conjoncturelle, on a eu le rajeunissement avec l'apparition de nouvelles générations. Si bien que l'émigration a subi des transformations énormes, avec également des transformations des enjeux qui n'étaient plus simplement financiers, mais également socio-éducatifs, socio-culturels, civilisationnels, politiques, géostratégiques, avec la nécessité de défendre également l'identité religieuse, l'identité culturelle, l'identité nationale. C'est dans le cadre de cette nouvelle vision qu'un organigramme très intéressant fut préparé avec le passage en Conseil de gouvernement en 1992, mais qui ne fut publié, enfin dans le décret d'application, ne fut publié au BO qu'en juin 1993. Quelle évaluation peut-on faire alors de l'action du département de la communauté marocaine à l'étranger? Il faut relever d'abord qu'à l'époque, en raison des changements ministériels fréquents, dans la mesure où le pays avait connu 4 gouvernements en 4 ans, 4 gouvernements en 4 ans, parce que feu Hassan II était en train de préparer l'alternance consensuelle
Au départ, ça a été difficile parce que les partis politiques à l'époque n'acceptaient pas la présence de l'ancien ministre de l'Intérieur. Et finalement, cette formule ne trouvera son application qu'en 1998. Le département a eu tout juste le temps de mener quelques actions. Ces actions ont contribué à introduire la confiance pour les Marocains résidant à l'étranger et à leur montrer que les pouvoirs publics étaient là avec eux. Contact de proximité sur le terrain, ouverture d'un dialogue sérieux avec la seconde génération, mise en place d'instruments de communication, lancement de programmes dans le domaine socio-éducatif, socio-religieux, dans une conception multidimensionnelle des politiques publiques en direction des Marocains résidant à l'étranger. Par conséquent, c'était vraiment un grand pas. Et à l'époque, il y avait également la création d'une autre institution, pratiquement quelques jours avant la nomination du ministre. C'est la création, par une loi, de la Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l'étranger, qui a comme objectif, selon l'article 2, d'œuvrer pour le maintien des liens fondamentaux que les Marocains à l'étranger entretiennent avec la mère patrie et de les aider à surmonter les difficultés qu'ils rencontrent du fait de leur émigration. Et la Fondation était dirigée, disons, par un président délégué qui était le premier responsable au niveau du ministère. Donc la Fondation, c'était en quelque sorte le bras financier du nouveau ministère de la communauté marocaine à l'étranger et il constituait en quelque sorte une complémentarité. Voilà donc un très grand pas qui a été fait et qu'on oublie souvent de citer. Mais, et c'est là la troisième phase, entre 1995 et 1997, la constitution et l'apparition de ce ministère a été très mal vue par un certain nombre de responsables marocains, et en particulier par les diplomates et les directeurs centraux et autres au niveau du ministère des Affaires étrangères. Et le ministère des Affaires étrangères, entre 1995 et 1997, a organisé ce que je pourrais appeler la revanche, disons, des Affaires étrangères pour supprimer ce ministère. Pourquoi? Parce que les Affaires étrangères ont toujours considéré que le domaine des RME, on disait à l'époque, résidents marocains à l'étranger, devait leur être réservé pour des raisons politiques. Pour ce ministère, une politique étrangère et de coopération cohérente doit intégrer le volet social dans les relations avec l'étranger et tenir compte également de la présence des étrangers au Maroc, c'est-à-dire l'argument de réciprocité. De manière générale, les affaires étrangères étaient réticentes à ce que le dossier soit discuté publiquement, au risque de mettre en cause la responsabilité des autorités consulaires et diplomatiques marocaines à l'étranger. Des consuls n'appréciaient pas que le ministère de la communauté reçoive des plaintes et requêtes émanant des RME et mettant en cause le fonctionnement ou le comportement des services consulaires. Les ambassadeurs n'acceptaient pas également que le ministre de la communauté monte au créneau en répondant à certaines questions au niveau du Parlement sur la violation des droits à l'égard des citoyens marocains à l'étranger. Et ils considéraient qu'eux, ils faisaient de la haute politique, de la stratégie, alors que le ministère de la communauté parasitait leur action. Voilà les écueils qu'a eu à affronter aussi bien Rafiq Haddaoui jusqu'en 93, et puis également Ahmed El-Wardi entre novembre 93 et début 95, puisque lui-même a succédé à Rafiq Haddaoui en tant que ministre délégué auprès du Premier ministre. Mais fin février 1995, dans le cadre du cabinet Filali 2, le département devient délégué auprès du ministère des Affaires étrangères. C'est-à-dire le ministère reste avec sa structure, son organigramme, son secrétaire général, ses directions. Mais il devient délégué auprès du ministère des Affaires étrangères et toutes ses activités furent gelées et ses structures mises en hibernation. Plus que cela, on a mis à la tête de ce ministère non pas un ministre, non pas un secrétaire d'État,
mais un sous-secrétaire d'État. Vous m'entendez bien? Un sous-secrétaire d'État. J'ai bien compris, oui. Auprès du ministre des Affaires étrangères, appartenant à l'époque au WIFAQ, parce que l'alternance avait échoué dans un premier temps. Et Feu Hassan II avait appelé à la rescousse les partis du WIFAQ pour revenir au gouvernement. Et c'est là où le sous-secrétaire d'État, Lahsen Gaboun, appartenant au PND, a été nommé. Et sa fonction, on l'a amené finalement pour, en quelque sorte, liquider ce ministère. C'est comme un commissaire liquidateur. Je me rappelle à l'époque même, il y avait un problème juridique. Pourquoi? Parce que dans le cadre de la réglementation en vigueur à l'époque, un ministre ne pouvait pas donner de délégation de pouvoir à un sous-secrétaire d'État. Il ne pouvait le donner qu'à un secrétaire d'État. Et pendant de très longs mois, au moins 4 mois, on a été obligé d'attendre pour qu'au niveau du secrétariat général, on change les textes et que finalement, le ministre veuille bien déléguer quelques petites prérogatives à ce sous-secrétaire d'État. Mais en fait, il est resté dans l'immobilisme, si bien qu'il a donné l'impression que le ministère finalement ne servait plus à rien, que ces structures, elles étaient pratiquement inutiles et qu'il fallait pratiquement le mettre hors de fonctionnement. C'est ce qui est arrivé avec le remaniement ministériel du 13 août 1997. Là, on était en train de préparer réellement l'alternance, parce qu'après l'adoption, évidemment, de la Constitution de 1996, la voie était tracée. Et Filali a constitué un cabinet transitoire, et il prit à ce moment-là une décision lourde de conséquences. Tout se passait comme s'il fallait mettre le prochain gouvernement d'alternance que l'on attendait devant le fait accompli. Quelles sont ces décisions? 2. Il a transféré complètement toutes les attributions et compétences du ministère de la Communauté au ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Ce n'était pas simplement un ministère délégué auprès d'eux qui garde ses attributions, non. Toutes ces attributions ont été déléguées on les a données au ministère des Affaires étrangères. Et puis, l'autre décision très grave, il a pris la décision de mettre fin à l'existence du ministère chargé des affaires de la communauté, et ce d'ailleurs par un simple projet de décret qui ne fut jamais publié au bulletin officiel. C'est fait, mais voilà, pour des susceptibilités entre fonctionnaires, eh bien, on a eu finalement droit à un véritable gâchis. Supprimer vraiment avec violence tous les fonctionnaires qui ont acquis une expérience, on les a remis d'où ils venaient. Tous les dossiers finalement ont été éparpillés, on les a gardés. Eh bien, toute cette expérience très enrichissante a été éliminée. Avec le gouvernement d'alternance consensuelle présidé par Cheikh Abdelrahman Yousfi de l'USFP entre 1998 et 2002, ça a été la période de l'oubli total des Marocains résidant à l'étranger. C'est un oubli volontaire et vraiment le gouvernement à l'époque, avec tous les partis politiques qui l'ont composé, il a eu une attitude, disons, surprenante. Alors qu'il comprenait 40 portefeuilles, le dossier Émereux n'a eu droit à aucun département ministériel, ni ministre, ni secrétaire d'État, ni même sous-secrétaire d'État. Et là, je rectifie une chose, parce que souvent, à un certain moment, on avait dit qu'auprès du ministre des Affaires étrangères, il y avait un ministre délégué chargé des Marocains résidant à l'étranger. Non, il y avait 2 membres du gouvernement. Un, il était délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, mais qui s'occupait des affaires islamiques et du monde arabe. Et la secrétaire d'État, elle s'occupait des aspects au niveau de la coopération. De même, la déclaration gouvernementale soumise au Parlement a pratiquement ignoré le dossier marocain résident à l'étranger. Alors que tous les grands dossiers, finalement, disons que le programme gouvernemental, il y avait beaucoup de priorités, mais il s'avère que sur cet aspect-là, dans la mesure où il n'y avait aucun ministère qui était affecté au MRE, eh bien personne n'a pensé à préparer quoi que ce soit,
s'agissant du Marocain résident à l'étranger, dans le long programme qui avait été soumis à l'époque aux deux chambres, puisqu'on était déjà dans le bicamérisme. Sauf le ministre chargé des droits de l'homme. Il a eu une petite phrase où il a parlé des droits de l'homme des migrants, au même titre que la lutte pour la libération des séquestrés de Tindouf. De même, politiquement, le gouvernement Yousfi a exclu volontairement et totalement les citoyens marocains à l'étranger des élections législatives en septembre 2002. Et là, il faut le dire avec force, disons avec le recul que l'on a, le gouvernement d'alternance consensuelle, avec tous les partis politiques qui le composaient, endosse une très lourde responsabilité dans la marginalisation du dossier MRE et de sa relégation totale. On arrive à la 5e phase, 2002-2007. Là, il y a eu un progrès avec le gouvernement Driss Jetto. Il a essayé de réparer la chose, il a pris une demi-mesure avec la nomination d'une ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères, chargée des Marocains résidant à l'étranger. Il s'agit de Mme Nouzha Chkrouni. Et donc, mais il y a un certain nombre de critiques à la chose. Pourquoi? Évidemment, ça a été une avancée, mais c'était une ministre, mais en fait sans ministère. Elle était déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères, mais elle n'avait pas d'organigramme, elle n'avait pas de budget, elle n'avait pas de cadre suffisant. C'est-à-dire, tout l'organigramme, finalement, et tous les fonctionnaires qui existaient auparavant, par conséquent, c'était bien, mais vraiment, c'était une petite mesure. On arrive à la 6e phase, 2007-2011, et c'est là où il y a eu un grand pas. Disons qu'il y a eu la recréation, sous le gouvernement Abbas El-Fassi, le 15 octobre 2007, du ministère délégué auprès du Premier ministre, chargé de la communauté marocaine à l'étranger, avec à sa tête, c'est Mohamed Amer de l'USFP, actuel ambassadeur du Maroc à Bruxelles. Ce fut là une avancée considérable au plan politique, organisationnel et institutionnel, l'instance gouvernementale spécifique ayant pour fonction d'initier, d'élaborer, d'impulser et de coordonner une politique consistante, cohérente et intégrée au service de multidimensionnel du secteur a été enfin reconnue après 13 années de recul, c'est-à-dire depuis 1995 et après des tergiversations et d'applications de formules diverses qui ont montré leur caractère inefficace et improductif. Mais c'est Mohamed Amer, il faut le reconnaître, il a montré que ce ministère, il devait être irréversible, c'est-à-dire qu'on ne pouvait plus le toucher, son existence était absolument nécessaire. Enfin, dernière phase, sous le premier gouvernement burkinabé, il y a eu la nomination de Abdel Latif Mazouz comme ministre délégué auprès du chef du gouvernement, chargé des affaires des MRE. C'est une expérience éphémère et sans envergure. Enfin, la 8e et dernière phase, c'est-à-dire en octobre 2013, il y eut un changement institutionnel avec Sianis Birou du RNI, avec la création, cette fois-ci, du ministère chargé des Marocains résidant à l'étranger et des affaires de la migration, suite au lancement, à l'impulsion de la nouvelle politique migratoire, donc qui concerne les étrangers au Maroc, et donc on a affecté ces attributions à ce nouveau ministère. Donc, ce rappel était absolument nécessaire pour essayer de montrer maintenant quels sont les divers scénarios possibles pour le prochain gouvernement. Si vous me donnez 3 minutes, je peux le résumer. Il y a 5 cas de figure. 1. Y aura-t-il une reproduction à l'identique de la structure ministérielle existante, c'est-à-dire en garde ministère des Marocains résidant à l'étranger des affaires de l'immigration? 2. Devrait-on procéder à de simples retouches? Lesquelles? Pourquoi? 3. Troisième hypothèse. Les attributions actuelles du ministère seront-elles réparties entre 2 entités séparées, le secteur dit MRE allant à une structure strictement à part, bien distincte? 4e scénario, dans ce cas, cette structure sera-t-elle un ministère délégué auprès du chef du gouvernement, un ministère, un secrétariat d'État auprès d'un autre ministère, et lequel? Enfin, ira-t-on, comme certains le souhaitent,
y compris sur les ondes de Radio Pluriel à travers votre émission, ira-t-on jusqu'à supprimer le ministère pour le remplacer par deux nouvelles structures. D'un côté, un haut commissariat chargé des Marocains résidant à l'étranger, et puis une autre proposition que l'on entend, une agence nationale chargée des affaires de l'immigration. Face à ces 5 scénarios, il y a le pour et le contre, et la prochaine fois, si vous le permettez, je développerai, mais je dirai simplement une chose, je vais à la conclusion. Je vous prie. Il ne s'agit pas, évidemment, on ne peut pas à l'heure actuelle, compte tenu de tout ce que j'ai expliqué, supprimer le ministère. Ça devient irresponsable, parce qu'il faut tenir compte de l'expérience. C'est un dossier politique qui ne peut être traité valablement que par un département politique. Et sa gestion ne peut être dépolitisée, comme on l'entend parfois, en enlevant du champ d'intervention des partis politiques et de leur participation à la gestion gouvernementale. De la même manière, ce dossier ne peut pas être confié, sa gestion, à la Fondation, au CCME, parce qu'ils ne peuvent pas faire de la politique, ils ne peuvent pas répondre aux questions au niveau du Parlement, etc. Et donc, à mon sens, on devrait garder le même ministère, je termine par là, mais simplement en changeant les appellations. D'abord, au niveau du ministère chargé des MRE, on ne va pas le garder comme ça, ou on va mettre ministère chargé des Marocains du monde, mais ministère chargé des citoyens marocains à l'étranger. Et puis l'autre volet, quand on dit chargé des affaires de l'immigration, il y a une ambiguïté là-dedans, parce que lorsqu'on parle d'immigration, oui, c'est bien, il y a la migration interne, mais gardant uniquement la migration internationale. Il y a la migration du Maroc vers l'extérieur. Et à ce moment-là, on retombe sur les questions de Marocains résidant à l'étranger, qui sont déjà résolues par ailleurs. Mais il y a l'immigration étrangère. Et donc là, il y a un flou. Il faut enlever ça et mettre les affaires de l'immigration. C'est un doué. Le prochain ministre, son profil, pourquoi pas, il devrait être une compétence marocaine à l'étranger, qui maîtrise autant que possible les deux dossiers, celui des citoyens marocains à l'étranger et celui des étrangers au Maroc. Ça peut être un homme comme ça peut être une femme. J'ai entendu dernièrement dire qu'il vaut mieux que pour le prochain gouvernement, on nomme un ministre d'un parti politique qui n'a jamais assuré la mission. Non. On va pas dire ces partis-là, ils ont déjà eu, et puis on va garder. On reparlera le jour où le gouvernement aura lieu, Inch'Allah. Voilà. مع السلامة سي بالقدوس. مع السلامة. شكرا. أولي سادتي، نحن في اتصال مباشر كذلك مع الأخ سي البشير الحمري، وبهذه المناسبة نقدم تحية صادقة للمستمعين الكرام لبي سكونديناف، الدنمارك وكذلك السويد والنرويج وجميع المغاربة الموجودين بشمال القارة، وتحية صادقة لجميع الطاقات المغربية الموجودة بالمنطقة. نحن في اتصال مباشر مع السي البشير الحمري، وتنعتذروا له على هذا التأخير لأن كان خارج على الطاقة ديالتنا. بالطبع بدا من البدايه مع السي عبد اللطيف الفكاك اللي كان عنده اشكال ديال الهاتف، وهكذا تراكمت الامور. على اي نحن في اتصال مباشر، والانترفونسيون ديال نوتر ريفيرون كوبنهاغن الدنمارك سي البشير الحمري. لي فغي بروبليم اي سوليسيون دي ايميغو دي بي سكونديناف، ما هي المشاكل الحقيقيه وما هي الحلول اللي في رايكم ورأي النخبه المغربيه كحلول لهذه المشاكل بالمناطق الشمالية للقارة الأوروبية. سي البشير لك الكلمة. لكل المستمعين والمستمعات داخل الوطن وخارجه، تحية لهذا المنبر الإعلامي، الإذاعة الموجهة لمغاربة العالم، تتيحنا باستمرار لنا الفرصة لتوضيح تصورنا ورؤيتنا فيما يخص قضايا متعددة، من بينها مشاكل الهجرة في الدول الإسكندنافية. الدول الإسكندنافية كما قلت هي 5. عدد مغاربة الدول الإسكندنافية تجاوز 70,000 نسمة، مواطنون مندمجون في بلدان الإقامة، مواطنون اختاروا عن طواعية الاستقرار في هذا البلد. غالبية المغاربة المتواجدون في الدول الإسكندنافية مستقرين مع عائلتهم وأولادهم. أكثر من هذا
أن هناك جيل بدأ يفقد هويته المغربية لأنه متمسك بهوية بلدان الإقامة. على كل هي فرصة لنا كذلك لتوضيح مشاكل الهجرة، اللي مع كامل أسف هي مشاكل يعاني منها العديد في مجالات متعددة. بعض الأمثلة سي البشير الله يخليك. أنا سوف أكون جد مختصرا. نعم. لأركز على أهم المشاكل اللي عشناها على مستوى التدبير القنصلي، على مستوى تدبير ملف قضية الوحدة الترابية، نتيجة الصراعات الحادة اللي كاينه ما بين جمعيات المجتمع المدني ليس فقط في الدنمارك وإنما في الدول الأخرى كذلك. هذا التدبير القنصلي اللي كان فعلا كارثي في عهد السفيرة السابقة، استبشرنا خيرا بتعيين كفاءات كان لها دور كبير في الحركة الحقوقية في المغرب. على سبيل المثال الذكر خديجة الرويسي على مستوى الدنمارك، أمين أبو عياش على مستوى الدول الإسكندنافية، بالإضافة إلى مناضلة تنتمي لليسار. كنت قد كتبت مقالا قبل التعيينات التي حدثت، طالبت فيها بتعيين سفراء من اليسار. لماذا؟ لأن اليسار كان هو الحل الذي التجأت إليه حكومة عبد الإله بن كيران لما نشبت مشكل الاعتراف بالجمهورية الصحراوية المزعومة على مستوى ايوا سي البشير. نعم. اذا الامور على ما يرام بان مادام الحمد لله طلبتي والاخوان طلبوا تكون هناك سفيره من اليسار، هيا جاب لكم الله تعالى سفيره من اليسار، على ما يبدو بين الامور في طريق الصواب. كما قلت لك المره الفايته الفودوني لو طون نعم عطوا الوقت ديالو، لان هذه الاخت راه ماشي راعير يلاه جات باقا جديده. كما قلت لك هذا العمل راه ماشي سهل، ولكن ما هي المشاكل اللي بغينا نعرفوها؟ لان عطيتينا بعض الامثله ديال هذه المشاكل. السيده السفيره ولا كذلك الناس اللي كاينين تما قايمين بهذا العمل يكون عندهم معلومات صحيحه اللي يقدروا يتعطوا لها، او هناك لقاء منتظر او عما قريب مع السيده السفيره او مع الناس اللي معنيين بالامر في هذا الاتجاه. هي لسنوات مع كامل الأسف كان هناك غياب التواصل مع جمعيات المجتمع المدني، وكان إقصاء للعديد من الكفاءات التي قادرة أنها تبذل مجهود ومؤثر فيما يخص قضية الصحراء، نظرا للكفاءة وللغات التواصل المتمكنين منها. هذا المشكل ديال القضية الوطنية. الله يخليك، بغينا ناخذ واحد نصف دقيقة لكن ممكن. هل هناك تأطير انكادرومون بالفرنسية؟ هل هناك تأطير للدبلوماسية الموازية من طرف الدبلوماسية الرسمية؟ لأن هذا الموضوع حساس وعنده أبعاد ما يقدرش إنسان عادي يقدر يشوف البعد ديالو. واش هناك كاين واحد التنسيق مع الدبلوماسية الرسمية من أجل العمل المتكامل؟ لأن الموضوع تيهم المغرب ككل، ما تيهمش غير واحد المنطقة بالضبط. وأي حركة كما كانت لها عواقب. السؤال المطروح، واش هناك لقاءات، واش هناك أعمال تتقوم بها الدبلوماسية الرسمية من اجل تاطير هذه الدبلوماسيه الموازيه اللي هي عندها رغبه باش تدافع على القضيه الوطنيه؟ لان الدفاع على القضيه الوطنيه راه عنده بزاف الانواع، دونك ماشي غير واحد الانسان تيهز الدرابو الله الوطن الملك، لا، راه كاين حوايج اخرين. هاد الحوايج الاخرين واش كاين تاطير ولا ما كانش تاطير؟ ما هو الطلب ديالكم من هذا الجانب؟ انا راني شرت لها كان هناك غياب تواصل، كان هناك اقصاء للعديد من الكفاءات لإشراكهم في تدبير هذا الملف. الآن احنا بغينا أننا نفتحوا صفحة، بغينا كاع الكفاءات اللي كاينة على مستوى الجامعة، على مستوى الفعاليات الجمعوية،
أنها تكون حاضرة. هناك سجل محفوظ لكل الفعاليات اللي قدمت تضحيات كبيرة فيما يخص في حضور اللقاءات نتاع الخصوم ديالنا الدفاع عن القضية. هاد الكفاءات اللي كانت حاضرة في الساحة يجب اعتمادها من جديد، يجب اعطائها فرصة باش تقول التصور ديالها. احنا بغينا اننا نفتحوا صفحة جديدة على مستوى التدبير القنصلي ونقولوا وجهة نظرنا لتفادي الأخطاء التي ارتكبت في السابق. هاد التدبير السي البشير الله يخليك، تهضر على التدبير، هضرتي لي دابا 3 خطرات. هاد التدبير اللي تقول عليه ما هو الاشكاليه ديالته؟ واش كاين هناك عوائق؟ واش هناك عوائق في الحاله المدنيه؟ واش هناك عوائق في لاكارت ديدونتي؟ عطينا بعض الامثله الله يخليك، لان ما كناش عارفين المشاكل، الناس ما يقدروش يحلوهم. على سبيل المثال لا الحصر، كان هناك مثلا المواطنين كانوا يلتجئوا لنا نكتبوا لهم شكايات المصالح المركزيه في الرباط. منين هذا المواطن يمشي يدفع الشكايه ديالو وكيطالب برقم الارسال وتاريخ الارسال، كيقولوا لا ما كنعطيوكش هذا الشيء وماشي من حقك تطلب رقم الارسال. وهذا هذا خطأ. كيف هذا المواطن باش يتابع الملف ديالو على مستوى المركزي خص تكون عنده وثيقه تثبت بان الشكايه ديالو مشات للجهات المعنيه داخل مدينه. هذا نموذج، هذا حال قريب. هذا كان مشكل كذلك الطلاق والزواج على مستوى القنصليه المغربيه، ما كانش عدول، ما كانش نهائيا. كان القاضي اللي كيتحكم في كل القضايا هو قاضي مقيم في هولندا. هذه المسألة بعد رسائل متعددة وجهناها وبعد زيارة وفد للقضاة جلسنا معه وقدمنا له مذكرة. الآن حلوا هذا المشكل. كان هذا المشكل على مستوى القنصلي. إذا سي البشير، إلى خدنا بملخص، هناك إشكال ديال تقريب الإدارة من المواطن المغربي الموجود بالدول الإسكندنافية. هناك أعمال قاموا بها وتتقولها أنت نيت، هما جاو الناس ديال وزارة العدل وجاونا ولا هذا دليل قاطع بأن كاين واحد التجاوب. حبذا وهذا نداء تنوجهه لجميع المغاربه الموجودين بالدول الاسكندنافيه. يحاولوا ما امكن. نعم سي عبد اللطيف. اريد الاشاره قبل انهاء مداخلتي الى مسائل مهمه. احنا نريد ان يكون هناك تواصل بين السفاره والمنابر الاعلاميه. احنا دائما كصحفيين نبحث عن المعلومه، والمعلومة حق لكل صحفي مغربي معتمد. وانفتاح السفارة على الصحافة والمنابر الإعلامية مهم جدا. نسعى لكي تكون قناعة لدى السفراء الجدد للانفتاح على الصحافة. لنقول لك السي البشير على حساب التاريخ ديال مدام الرويسي والجدارة ديالتها اللي معروفة عبر التاريخ، الناس راه تعرفوها من البكري. هذا المشكل سميتوني غادي يكون يبقى، لان هي على درايه وعندها علاقه مع الصحافه وعندها علاقه مع الناس الاعلام. كون على يقين تام هذا المشكل يقدر يتحل غم قريب، لانه هو في صالح السفاره كما صالحكم انتم كمغاربه الموجودين بهذه المنطقه. وكون على يقين تام بان هذه القضيه هي مشكل ديال الوقت في نظري. وهذا الوقت يعني لا ضرر ولا ضرار. هذا هو الميساج نقدر نقول لك عليه. لا ضرر ولا ضرار، لان احنا في فرنسا راه ماشي بحالكم نتوما. حنا عطى الله القناصله، عطى الله داك الشيء راه كبير بزاف، مشاكل اخرى. ما اتمناه في تعيين السفيره الجديده التي نكن لها كل الاحترام والتقدير لتاريخها الحافل في مجال حقوق الانسان. احنا نريد ان تكون منفتحه على الصحافه والاعلام، لان رسالتنا هي دعم قضايا البلاد ديالنا، ومنابرنا الإعلامية ستكون رهن إشارتها إن شاء الله. شكرا. هذا النداء نطلب الله تعالى يكون مسموع، ويكون مسموع عما قريب، وكون على يقين تام بأن كنا ننتجوا لاتجاه واحد، وهو الخلود على التوابيت. وبدون شك غادي يكون إن شاء الله حلول عما قريب إن شاء الله. الأسبوع المقبل نسمع منك خبر سعيد في هذا الاتجاه، ولا خبر سعيد على لقاء مرتقب. وغادي يكون لنا شرف كبير باش نسمعوا هذه الاخبار الجميله على الناس ديال
لي بيي سكونديناف. سي البشير تحياتي. تحياتي. مع السلامه سيدي، مع السلامه. على النبي صليت مولاي محمدي. بسم الله نزوله من عندك. Sans trop attendre, notre référent en France, Sezaki Gourman, en direct du Maroc. مرحبا بسيزاكي غورمان، وتهنئة خاصة للأطفال ديالك على هذه الختانة وعيد مولد نبوي شريف لك وللعائلة ديالك وجميع المستمعين بالمغرب وفرنسا. تفضل أخي. شكرا. الشعب اللطيف، تنتمنى عيد مبارك سعيد لجميع المسلمين فأينما كانوا، وللبشرية كذلك، وخصوصا للمغاربة. فنغتنم فرصة عيد ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام اني نقتدي ونمشي خطاه، حيث حلونا بزاف المشاكل والنظرة ديالنا الاشياء كتغير، انه الرجل العظيم التي عرفته البشرية واللي خصنا نقتدوا به. لكي احترم التوقيت من فضلك الذي خصص الي في موضوع شائك جدا، والذي هو يخص العقار اللي هو ملكية المواطنين المغاربة القاطنين خارج الوطن. Ce phénomène qui est le foncier, je l'ai voulu sur des grandes lignes parce que c'est un problème qui touche tout le monde, toutes les générations et toutes les strates de la société, que ce soit professionnel, dans les investissements, ou que ce soit l'agriculture, ou que ce soit l'héritage, ou que ce soit la vente ou l'acquisition de biens immobiliers ou fonciers. Le Maroc est un pays qui se veut doter d'une procédure très moderne de la protection des biens, une fois qu'ils sont immatriculés. Maintenant, le facteur humain, le législateur, il a laissé une latitude au facteur humain d'interpréter les textes avec des circulaires qui relèvent de la conservation foncière, et ça crée énormément de problèmes. Aujourd'hui, les Marocains du monde, ils ont acquis des biens. À une certaine époque, ils n'étaient pas immatriculés, c'est des terrains connus, l'origine de la propriété connue, ils acquéraient beaucoup de terrains. Aujourd'hui, nous sommes face à un gouffre de droit. Alors c'est un gouffre de droit où on enterre le droit des éméreux à leur propriété. La spoliation foncière peut aller jusqu'à l'État, qui met la main sur des terrains qui ne sont pas à elle. Parce qu'il y a des procédures où les gens ne sont pas là pour les interroger, ils n'ont pas cette réactivité parce qu'ils sont absents. Donc ils arrivent, moi j'ai des statistiques, il y a des milliers d'hectares au Maroc où les gens ils vivent dessus, ils travaillent dessus, ils cultivent dessus, c'est pas à eux. C'est devenu à l'État, mais ils ne savent pas. Un jour, s'il y a une mise en valeur du foncier, ils vont les mettre dehors, ils ne savent pas. Aujourd'hui, l'information elle est complètement tue sur ce sujet. Aujourd'hui, les Marocains du monde, ils sont face à ce que l'État leur prépare une procédure spécifique. Cette procédure spécifique, il met en face des paramètres pour immatriculer les biens existants ou l'acquisition. Je voudrais juste faire un parallèle avec le guichet unique. J'étais parmi les pères du guichet unique au Maroc. J'étais directeur de la chambre de commerce en France. Et on a transféré le guichet unique au Maroc pour réunir tous les organes qui sont en lien avec une procédure administrative de création d'entreprise. Et on peut le faire pour la propriété industrielle, le foncière, parce que les gens, on les protège. On sait qu'ils sont à l'extérieur. On leur donne les délais. On donne des canaux d'information et de notification faciles via les consulats, via des emails s'il le faut. L'information peut arriver via des emails. Et qu'on arrête et on coupe le chemin à cette mafia. Mafia organisée, à l'affût de toute tentative d'immatriculation. J'ai des dossiers devant moi.
où on vient faire une opposition. La loi autorise n'importe qui à faire une opposition. Mais on ne met pas derrière que celui qui joue avec la loi, il est puni, ou il est poursuivi. Non, tu fais ton opposition, tu fais perdre du temps aux gens, et si on découvre que tu n'as pas droit, tu pars. Non. Aujourd'hui, j'ai des gens qui ont 30 ans, où la même famille va chercher les cousins, les petits-enfants pour faire des oppositions, pour immatriculer un terrain. Le monsieur, il a 75 ans, il a jamais joui de son terrain, il n'a jamais eu ce plaisir de se sentir propriétaire. Aujourd'hui, le foncier, les matriculations. Maintenant, dans tout ce qui est zoning, il y a des fois où le terrain arrive dans une zone immeuble, et il est non bâti, il est non immatriculé. Et on trouve que toutes les rues, tous les boulevards, toutes les servitudes, ils ont touché ces terrains. Ce qui fait que le monsieur, il arrive à 5% de son terrain. Donc, ce sont aujourd'hui, c'est un appel à ceux de droit, c'est un appel à la communauté, à ce que nous devrons nous organiser, à créer des banques de données. Et je propose d'ailleurs à notre carrefour d'idées, qui est l'arc-en-ciel, c'est qu'on peut prendre une fois par émission un dossier. En 5 minutes, on l'expose. Et on interroge le responsable, on identifie son téléphone, monsieur, qu'est-ce que vous pensez? On lui donne un délai d'1 mois. On le rappelle. Et peut-être qu'il aura réglé. Et ça, c'est une communication dans les deux sens. Responsabiliser les responsables, prendre notre responsabilité à nous et réveiller ces gens qui sont les pauvres, ils courent dans tous les sens, ils n'arrivent pas. Bien sûr. Au niveau de l'industrie, j'ai trouvé des gens qui veulent créer. Ils ont acheté le terrain de 2 hectares. Mais personne ne les a informés que c'est pas une zone qui est pour cette activité. Même si elle n'est pas polluante. Ils lui disent, on te donne la dérogation. Non, la dérogation, ce n'est qu'un moyen pour racketter l'investisseur. Tu as le droit ou tu n'as pas le droit. C'est une dérogation. Tu as le droit, en 2 semaines, on te donne l'accord ou on ne te donne pas l'accord, mais on ne te laisse pas traîner. Entre les architectes, entre les bureaux d'études, entre l'administration. Donc aujourd'hui, le foncier, j'attire l'attention à tout le monde à ce qu'on crée une banque de données, un guichet d'appel. Moi, je suis au service de qui que ce soit qui ait besoin d'informations à titre gracieux sur un dossier. Je donne une consultation pour la radio. C'est une consultation officielle sur des textes que je donnerai moi. Il suffit qu'ils écrivent à la radio. Nous, on peut éventuellement les aider par l'info. Donc aujourd'hui, c'est un sujet que je tiens à le préciser. L'autre procédure, c'est une administrative et c'est les héritages qui traînent 10 ans, 15 ans. Alors qu'on peut, par des procédures très claires, par la médiation du procureur du roi et du tribunal, à concilier les gens, à rapprocher les gens, les héritiers. Messieurs, le droit, il est comme ça. Alors, vous allez partager vos biens. On les vend, mais on ne laisse pas traîner 10 ans. Ça, c'est rapide. Encore tout ce qui est l'acquisition de biens, d'appartements ou de logements sociaux. Pourquoi on n'ouvre pas le droit à Fogarim aux MRE? MRE, on les considère comme des artisans. Ils ne sont pas immatriculés au Maroc, mais ils ont des entrées financières moyennes par mois et qui peuvent payer 150 € par mois pour avoir un logement. Aujourd'hui, ils n'ont pas ça. Le Fogarim, c'est un fonds de l'État, mais on faut l'ouvrir aux MRE pour qu'ils puissent avoir leur pied-à-terre chez eux au Maroc. Enfin, pour ne pas perdre du temps, nous avons tout ce qui est vente en voie en état d'achèvement. Il y a de l'escroquerie là-dedans. Il faut qu'on le sache. Il y a les mastodontes qui disent 2 ans, vous avez l'appartement. Les gens attendent 5 ans. La loi dit qu'on peut les compenser au prix d'un loyer après le retard, après le délai imparti. Chaque mois, il y a c'est pas appliqué. Donc, ce sont des points. J'ai essayé d'aller très très vite pour qu'on puisse. Non, mais rien à dire. Hein, juste pour information, l'histoire du Fogarim. Hein, donc, vous avez cité. C'était une proposition qu'on l'a fait dans notre passé en tant qu'organisateur de salon à l'époque avec Siamr. Donc voilà, on l'a dit et il a bien pris note, mais sauf que tout simplement il y avait un problème vis-à-vis des banques par rapport à cette affaire. Sauf que il faut l'admettre que les MRE maintenant traversent la crise, hein, comme tout le monde. Ah oui. 2, il y a un surplus. Et moi, je pense que c'est là où il faut travailler. Il y a un surplus de bâtiments économiques, hein, et surtout de logements au Maroc. Donc, on est en surplus. Il faut vendre et il faut qu'il y ait un terrain d'entente entre, bien sûr, les banques,
entre les promoteurs immobiliers et aussi, bien entendu, entre les ministères concernés, et notamment le ministère de l'Habitat et de la politique de la ville. Et bien sûr, comme tout à l'heure, comme tu l'as évoqué sur le dossier concernant le foncier, il faut que le ministère chargé de l'aménagement du territoire donne ces informations à qui de droit pour que on sait de quoi il s'agit. Est-ce que le terrain est pris ou pas pris? Est-ce qu'il y a un plan, un PLU qui est prévu par rapport à tel terrain? La personne prend ses dispositions afin de ne pas tomber dans un problème qui... Alors, aujourd'hui, la vulgarisation de l'information est un droit. La vulgarisation de l'information est un droit. Ce n'est plus une chasse gardée. Aujourd'hui, les Marocains du monde, je rappelle encore qu'on doit être responsable. Il faut qu'on propose à l'État, il faut que l'État nous donne ce code pour créer les coopératives de promotion immobilière et touristique. C'est des coopératives. On prend des terrains de l'État sur les plages, dans les montagnes, dans les plaines, et on crée du logement. On peut le créer à notre manière, avec des fonds ou des banques françaises, je ne veux pas citer des noms, et qui sont prêtes à avancer, qui sont prêtes à donner l'argent. Ils ont déjà avancé de l'argent, jusqu'à 60 000 euros pour acquérir un bien au Maroc. في الحديث بقي سي زكي parce que le temps presse. Très bien, donc on en reste là. On reparlera la semaine prochaine, donc et bienvenue en France très bientôt. Merci. Très bien, je t'embrasse. Merci, moi aussi. Merci à très bientôt. À très bientôt, Zaki. Zaki. Barakallahu fik. Merci. À très bientôt. Il est 16h50, comme ça a été convenu, donc il y avait un forcing dans le temps. Nous sommes désolés suite à la panne téléphonique du professeur Al-Fekak. C'est des choses qui arrivent, c'est la technique, et nous sommes en direct avec notre bibliothèque, il faut le dire, telle qu'elle est, une bibliothèque des Émireux, n'est que si Sari Abslam, Ahlan wa Sahlan, bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel, Monsieur Sari. Bonjour. Bonjour. Donc, vous avez Eid Moulid Nabawi Saïd, Alik Oula Ila Dialek. Qu'est-ce que vous avez préparé pour nous ce jour? Oui, aujourd'hui, je vous parle de Bruxelles au sujet de la radicalisation. Parfait. Donc, c'est un sujet d'actualité. Un sujet, il est toujours d'actualité, très important, qu'il faut un peu savoir, disons, les raisons, les origines de cette problématique. Et je vais essayer de l'expliquer, mais je vous dis déjà auparavant, je n'ai pas la prétention d'expliquer la radicalisation dans son ensemble. Donc je vais vous donner un peu quelques pistes, ou je vais ouvrir quelques fenêtres pour comprendre un peu Bien sûr. comment on est arrivé à ce stade dramatique. Je vous prie. Ouais. Alors, je vais commencer par notre pays d'accueil. Notre communauté d'origine marocaine a eu toujours une position, une situation conflictuelle avec notre pays. C'est-à-dire que le pays, comme le Maroc est un pays souverain, il défend ses intérêts, c'est normal. Mais justement, de temps en temps, ces intérêts ne coïncident pas avec les intérêts de notre diaspora en Europe. Alors, elles sont contradictoires. Maintenant, en Belgique, notre pays d'accueil, le même phénomène se pose pour nous. Donc, la Belgique, elle défend ses intérêts, et quelquefois, et souvent même, l'intérêt du pays, de notre pays d'accueil, est tout à fait en contradiction avec nos intérêts. Alors, je vais commencer par la problématique qu'il y a eu dans notre histoire avec la crise pétrolière. Pendant cette crise, les pays arabes ont déclaré un embargo de pétrole, etc. La Belgique, pour assurer son approvisionnement en pétrole, a eu des relations avec l'Arabie saoudite. Il y a eu des visites de courtoisie entre les deux pays,
et ils se sont donné des cadeaux. Lors de la visite du roi de l'Arabie Saoudite en Belgique, le roi d'Arabie Saoudite a reçu un cadeau sur un plateau d'argent, des clés. Le problème, c'est que les conséquences vont avoir direct dramatiques. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la Belgique a donné à l'Arabie Saoudite un bâtiment qui a été construit au 50e anniversaire de la Belgique et donné à l'Arabie Saoudite en tant que bâtiment à leur disposition pendant au moins 99 ans. Alors ce bâtiment va être mis à leur disposition pour faire une mosquée et un centre culturel islamique de Bruxelles. Le problème, c'est que la Belgique donne à l'Arabie Saoudite une possibilité de gérer l'islam en Belgique. La Belgique, comme pays stratégique, Bruxelles, la capitale de la Belgique, est capitale de l'Europe. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La Belgique a reconnu l'islam en 1974 et elle a donné l'agrément à ce centre de gérer l'islam en Belgique. Ce qui veut dire que le centre culturel et islamique de Bruxelles pouvait nommer les instituteurs et les imams en Belgique. Alors, ça nous touche tous parce que en Belgique, il n'y a pas de Saoudiens qui travaillent. Il y a deux communautés qui vivent en Belgique. Ce sont les Turcs et les Marocains. C'est, disons, le grand nombre de musulmans. Ils sont tous les deux d'obédience sunnite malikite. Les Saoudiens, ils ont une autre obédience qu'on appelle le wahhabisme. Alors, le problème se complique encore parce que le centre islamique est géré par la Rabita saoudienne. La Rabita saoudienne, comme vous savez, elle a des moyens colossaux. Leur budget est immense par rapport à notre communauté. Nous sommes des pauvres parmi les pauvres et on est dans une situation de pot de fer et pot de terre. Et c'est un fait accompli qui a été fait par la Belgique. Donc je ne dis pas que je vais culpabiliser la Belgique parce que les raisons sont différentes. Mais je vous donne seulement une piste. Le problème, c'est que quand on gère l'islam et quand on gère l'enseignement de l'islam, donc on a influence sur les enfants. Sachant que l'Arabita et l'Arabie Saoudite ont une autre manière de voir l'islam qui est d'une manière très rigoureuse, un pays qui n'a pas de démocratie, qui n'a pas de syndicats, il n'y a pas de liberté d'expression, les femmes sont maltraitées, les travailleurs sont maltraités, etc. Et ce sont eux qui vont nous donner des cours ici en Belgique, capitale de l'Europe, au sujet d'un islam qui est venu de je ne sais pas où. C'est une situation un peu burlesque et incroyable que nous avons vécue. D'accord. Je donne un autre exemple. Les imams ici ont été formés en Arabie Saoudite. Alors qu'est-ce que vous voulez? Que ces imams donnent des cours de religion à nos jeunes. Et côté marocain, y a-t-il des choses qui ont été faites pour récupérer notre jeunesse? Non, le problème c'est que moi j'ai essayé maintes reprises parce que j'étais président du Conseil des sages pour la religion islamique. J'ai été chez l'ambassade du Maroc, mais ils ne peuvent rien faire. Il a été honnête avec moi. Il m'a dit, écoutez, nous, Marocains, on ne peut rien faire contre l'Arabie Saoudite. Nous recevons de l'argent, ils nous aident énormément, et là, je ne peux rien faire.
Ça, Seulement c'est- entre parenthèses. Le centre islamique est constitué en principe par toutes les ambassades musulmanes qui se trouvent en Belgique, oui. Donc c'est un ensemble sous oui, l'égide Mm. sous l'égide de Rabita. de l'Arabie Saoudite. Mm. Vous comprenez? Alors, ça complique un peu Ça complique un peu la tâche pour les situation. Marocains, c'est tout à fait normal. pour les Marocains. Alors, nous étions un peu, disons, écartés de cette question. Nous avons milité depuis le début pour dire aux Belges, moi j'aurais préféré qu'ils donnent la gestion aux Turcs ou aux Marocains, mais pas à l'Arabie Saoudite. Ça n'a pas de sens. Vous comprenez? Donc, si j'ai bien compris, l'État marocain, il est un petit peu coincé quelque part, j'ose dire. Hein. Donc, il ne C'est peut ça, pas prendre une c'est décision toute seule parce qu'il y a plusieurs pays qui sont liés à ce dossier de religion. Mais par contre, ce qu'on a pu constater ces derniers jours avec les problématiques qu'il y a eu, hein, les attentats, ce sont des jeunes Marocains qui étaient impliqués, des Belgeo-Marocains. Donc, nous, on paye le pays, il paye la note très chère en termes d'image, mais aussi en termes de notoriété. Donc, heureusement, nous avons un service très important sécuritaire marocain qui a rendu service à un grand nombre de pays européens, et notamment la Belgique, pour mettre fin à cette série d'attentats. Comment chez les autorités belges, aperçu cette expérience, aussi ce professionnalisme marocain en termes de sécurité? C'est vrai, les choses ont changé. Mhm. Je ne vais pas dire que le tableau est encore noir. Non, non. Mais au début, quand nous étions conscients de la situation, nous avons essayé de conscientiser l'opinion publique, de conscientiser les autorités belges de la situation qui peut s'aggraver. Mais on n'a pas été écouté, on n'a pas été convoqué à leur réunion, etc. Et les affaires se sont dégradées. Maintenant, une chose est certaine, ce sont des gens issus de notre diaspora qui ont commis ces actes terroristes. Et c'est ça où le bas blesse. Nous ne sommes pas responsables de leurs actes. Et on doit à chaque fois s'excuser que nous ne sommes pas responsables, que ces gens, on ne les contrôle pas, que ces gens, c'est la situation qui date depuis longtemps, qui a été traitée d'une manière irresponsable, et des autorités belges, et des autorités extérieures de la Belgique. Alors, on se trouve dans une situation un peu, comme j'ai dit tout à l'heure, burlesque, et ça a été un peu dramatique, ce qui s'est passé en France et ce qui s'est passé en Belgique. Je vous dis à la semaine prochaine, Inch'Allah, pour troisième chronique plutôt, hein, donc sur une série de chroniques que vous nous préparez pour nos auditeurs et auditrices à travers le monde qui nous écoutent. Et à ce sujet-là, nous souhaitons à tout le monde une bonne fête. Wakadalika, merci à tous et à tous ceux qui nous écrivent à travers le mailing et aussi sur la page et d'autres liens avec l'émission Arc-en-Ciel. Nous leur disons tout simplement que notre travail, c'est du travail bénévolat et pour la promotion de notre pays d'origine, le Royaume du Maroc, mais aussi la promotion des pays d'accueil, et notamment le cas de la France et la Belgique, sur le plan de l'intervention de M. Sari Abslam. M. Sari, à très bientôt, Inch'Allah. Merci infiniment. Merci à vous. Merci à tous les auditeurs et toutes les auditrices. Barakallahu fik. À bientôt, Inch'Allah. À bientôt, ma Sylvie. Inch'Allah. Mesdames et messieurs, après la Belgique, il nous reste une demi-heure, 25 minutes plus tôt. Donc nous avons notre dernier intervenant, un homme dont le verbe va droit au cœur, un homme qui parle avec ses tripes, comme on dit, un homme qui est sincère dans ses paroles. Nous sommes en direct avec Monsieur Amin Bouchaïb de l'Italie. Et مرحبا بك عيد مبارك سعيد عليك وعلى جميع الجالية المغربية الموجودة بالديار الإيطالية.
اهلا وسهلا والف مرحبا اخ عبد اللطيف، وعواشر مباركه عليك وعلى جميع المهاجرين المغاربه بالعالم وجميع اخواننا المغاربه الموجودين بالمغرب، وتحيه طيبه لجميع المستمعين الذين يتتبعون هذا البرنامج، ونتمنى ان نكون عند حسن ظنهم وان نقدم لهم ما قد يشفي غليلهم او يجيب عن بعض تساؤلاتهم. اود في الحلقه الثانيه الاخ عبد اللطيف أن أتطرق إذا سمحت إلى أولا الاتفاقيات التي قامت بها الدولة المغربية سواء مع الاتحاد الأوروبي أو بعد الوضع المتقدم الذي حصل عليه المغرب، أو الاتفاقية الثنائية التي عقدتها الحكومة المغربية مع الحكومة الإيطالية. لأن في هذه الاتفاقيات على حسب ما تنشوفوا على حسب ما تيبان لنا تنكون أغلب ديالها فيها حيف كبير على الجالية المغربية، نظرا لغياب الجالية في الاستشارة بهذه الاتفاقيات من الجانب المغربي. فهناك اتفاقيات في النقل، في الصحة، في لاسينيسيس، في التقاعد، هناك اتفاقيات في مثلا في الضمان الاجتماعي، في مجموعه ديال السجناء مثلا كيفاش تكون العمليه. وهناك كذلك اود ان اشير الى ان السلطات المغربيه عبر التاريخ ما ساندتش المهاجر المغربي بالخارج. واتذكر اليوم في هذه العواشر المباركه طرد المهاجرين المغاربه اخواننا بالجزائر في نهايه 1974 وبدايه 1975 اللي خاتهم السلطات الجزائريه وسط الليل بلباسهم الداخليه ورمتهم في الحدود المغربيه واضاعوا كل شيء ما يملكون، تركوا اوراقهم واموالهم وكل مقدراتهم، ولكن السلطات المغربيه لم تحميهم. نفس الشيء بالنسبه للمغاربه كانوا موجودين في العراق ابان الحرب وفي ليبيا والكوت ديفوار وسوريا. وبهذه المناسبه نحاول وبهذه العواشر المباركه نحاول التمس من المسؤولين المغاربه بان يقوموا مع هذه الجاليه المغربيه اللي خرجت خارج الوطن باش تبحث على تغيير سلوك الحياه وباش تهز الوطن ديالها وتهز راسها. ولكن تنتمنى من الله من ذوي العقول الراشده ومن ذوي النيات الحسنه الصادقه باش يلتفتوا لهذ المواطنين لانهم جزء من الوطن، ما يمكنش نستغناو عليهم، فيهم اهلهم، فيهم ولاد عمهم، فيهم اخوانهم، فيهم هذا. ولكن قبل التطرق الى هذا نتمنى من الله ان شاء الله الرحمن الرحيم اننا نكونوا عند حسن ظن المستمعين وعند حسن ظن اننا نغنيو الافكار ديال الاخوان، اننا نطرقوا لها في الحلقات المقبله ان شاء الله. بالطبع ان شاء الله. وبغيت نشير لواحد النقطه غير واحد النقطه عابره باش تفضل المسؤولين المغاربه استمعوا، اعيرونا اسماعكم حفظكم الله. ما تدوز التليفون السفاره السعوديه او السفاره الامريكيه او السفاره ديال الدول العظمى في وقت خارج العمل تيجاوبك داك اللي الريبوندور تيقول لك الا كنتي باغي تدوي كنتي مهاجر كنتي مواطن سعودي او مواطن امريكي وكانت حياتك في خطر فورك على الرقم 1. الا كنتي باغي تقضي حاجتك ورك على الرقم 2. الا باغي استشاره ورك على 3. الوقت تتكون حياه مواطن في خطر تيجاوبوك مباشره، تيكفي يقول لك فين انت وتسنانا احنا جايين. شوف القيمه اللي عطيها الدول المواطنين ديالهم. كنتمنوا من الله باننا نوصلوا لهذه القيمه مره اخرى بدون شك ان شاء الله. بدون شك. الموضوع اللي باغي نتحدثوا فيه هو التعليم. تفضل. وقت تحدثنا في الحلقه الماضيه وقلنا كيفاش استقر المواطن وتزوج وجاب وليداته لايطاليا. جاب وليداته كبروا وتيحصل لنا الشرف بان مهاجره مغربيه جات مع العائله ديالها وفي السنتين الماضيتين خدت النقطة أعلى نقطة في المباريات في امتحانات البكالوريا في إيطاليا برمتها. نعم. هذا فخر يكفي بأن المواطن المغربي ذكي، بأن المواطن المغربي سواء صغير أم كبير فيه في الدم ديالو الذكاء والعمل إذا توفرت له الظروف. ولكن فين هي هذه المواكبة ديال السلطات المغربية لهذه النابغة، هذه الفتاة المنحدرة من خريبكا فين وصلت؟ واش عطاوها لابورس باش تكمل الدراسات ديالها؟ واش خرجوها؟ ولا تنتسناو غير الوقت اللي تيوصل بعض المواطن المغربي ونجيدوه ندوزوه في مسار في الدوزيم ولا نصوتوا عليه الاعلام ولا نقدموه لسيدني ونشحوا؟ اما هو عملكم ايها المسؤولون على قطاع الهجره والمسؤولون على المواطنون
ما هي إمكانياتكم؟ ما هي المواكبة ديالكم؟ ألا تتقون الله في هذا الشعب المهاجر المغربي ده حاليا في إيطاليا؟ احنا بركنا هنايا. نعم. ولادنا مشاو للمدرسة، عيالاتنا صبنا ولبسوا، ولادنا نقيين بحال الإيطاليين، ولادنا أذكياء نجحوا. وصلنا لواحد الدرجة أننا ما بغيناش نقطعوا صلة الرحم مع الوطن ديالنا. صلة الرحم مع الوطن ديالنا فاش تتمثل في اللغة العربية، في التعليم ديالو، باش يقرا ثقافته، يقرا تاريخه، يقرا جغرافيته، يقرا الأبطال ديال المغرب، ويقرا التاريخ ديالو والجغرافية ديالو. ولكن هذا التعليم ولات بعد غياب المواكبة ديال السلطات المحلية المغربية بجميع أشكال. ما تنقولش الدولة راه خطأ إذا كنتي تدوي مع مواطن دوي الدولة، أقول السلطات العموميه او السلطات المغربيه. الوقت اللي جات هذه السلطات المغربيه ما واكباتش هذا التطور. اش بقات؟ جات البادره كيف ما قلنا في الحلقه الماضيه، ناض واحد دار جزار ولا امام فيضته، يعني انا امام، انا اخترت راسي باش ندير امام، الاخر دار راسو مستشار، الاخر دار راسو هذا. ولينا تنشوفوا اللي عنده البكالوريا اللي قاري شي شويه، تنجمعوا الوليدات ديالنا وتنديهم لي في هذا المركز الثقافي، تيقريهم نهار الاحد العربيه، ولا في الجامع تيقريهم الاربعاء في العشيه، ولا نهار الاحد في الصباح. تيجي التضامن ما بين المغاربه، تيقول لك ما غاديش حتى اليوم، انا غندي ولادي وولادك ونجيبهم، تنحطوا ولادنا تما في ديك المدرسه وتنجيو. واحد السؤال سي بوشعيب، مع المغاربه سي بوشعيب، كنا مع المغاربه. واحد السؤال الله يخليك، واحد السؤال، سؤال بسيط. هنايا في البلدان الاقامه هنا في فرنسا كاين هذه القضيه ديال التعليم، يعني كاين تصيفطوا بعض المعلمين تيقروا التلاميذ الدراري هنايا ولاد العرب المغاربه بالضبط تيقريهم العربيه، كاين هنا في ليون، كاين في سانتيتيان، كاين في مدينه اخرين. ولكن واش هذه القضيه واش كاين عندكم في الطاليين ولا لا؟ هذه هي باش بدينا هذه القضيه في العموم، لان المواطن المغربي ما تيبقاش يخلي ولده مثلا ما عندوش. لا واش الدوله مصيفطه لكم اساتذه باش يقروا الدراري العربيه او لا؟ تنسمعنا الله يجازيها بخير لا فونداسيون مؤسسه الحسن الثاني للشؤون الاجتماعيه تتمثل بعض المعلمين، ولكن غير كافي كما قلت لك في الحلقه الماضيه، بانه لا يمكن لك ان تمس بقعه في ايطاليا ولا تجد فيها مغاربه. شحال جهدت صيفط هذه مؤسسه الحسن الثاني المغاربه المقيمين بالخارج من معلم؟ احنا التعليم اللي عندنا تعليم عشوائي، غير مراقب، غير مؤطر من طرف هذوك الناس اللي تيديروا. مؤخرا كان عندنا اجتماع باول لقاء معنا المجتمع المدني. انا ما تنحبش هذه الفكره ديال المجتمع المدني، لان العكس ديال المجتمع المدني هو المجتمع العسكري. تنحب الفكره ديال الجمعيات، تنحب الفكره لان علم المصطلحات خطير. هذا المصطلحات بالطبع هاد جمعنا مع السيده القنصل الجديد، وما بين النقاط اللي تطرقنا لهم هو ان كان ذاك الوقت اللي كانت واحد الازمه في المغرب خانقه ما بين رئيس الحكومه اللي حلف ما يخدم الاساتذه المؤطرين، واساتذه المؤطرين قال لك هذا وطننا وهذه بلادنا وحنا تكوننا وكاين المغرب في ظهران، خاصنا نخدموا. علاش يمنعنا رئيس الحكومه؟ حنا بعد شفنا الامور مشات لواحد المستوى عالي، اقترحنا السيده القنصل، قلنا الله يجازيك بخير السيده القنصل، احنا في خصاص حاجه لهاد المؤطرين، اطروا لنا المعلمين وصيفطوهم لنا، احنا نخلصوهم، دوز على يديكم ولا اتفاقيه ما بين السلطات الايطاليه ونجيبوهم نقريو ولادنا باش نعرفوا ولادنا اش تيقراو. لان الخطير اللي كاين هنا اولا هذه الفكره بغينا نحيدوا الازمه اللي كاينه في المغرب، لان تنخافوا على المغرب اكثر من تنخافوا على بلاصه اخرى. وكيف الرد كان كيف كان ديال السيده القنصل؟ الرد ديال كان تلقائي وكان سعيد على وجه السيده القنصل، وكانت مستبشره خيرا، وقالت لنا بالحرف كونوا على يقين بانني غادي نوصل هذه الرساله للمسؤولين في اسرع وقت واعلى مستوى. وكان شي تجاوب ولا ما كانش؟ واش كان شي تجاوب ولا ما كانش؟ لا، الفكره اللي قلنا للسيده القنصل هو انها قالت لك ودي فكره ممتازه. نعم اتفق معك. اننا نقري ولادنا العربيه. علاش؟ لان مؤخرا ولاو تيجونا ذوك المعلمين، تيجونا ناس داير اللحيه، عفاء اللحيه وقص الشارب ولابس فوقيه، ودخل الجامع بوحده ولا تيكوماندي في الجامع، دار امام ولا تيقري ولادنا. ما عرفناش هاد ولادنا اش تيقراو. والغريب في الامر هو ان تلقى دري تيمشي غير الاربعاء والحد تيقرا العربيه، واليوم الاخرى تيقرا مع الفرنسيين مع الايطاليين، باهم حارسين عليه فين يمشيو يديوه. تلقى عنده 20 عام 22 عام 23 عام راه وصل لسوريا.
اذا منين تعلم هذا الشيء؟ تعلموا من التعليم العشوائي، تعلموا من دوك الناس اللي جايين من الشرق اللي جايين باغيين يعلموا ولادنا هذه المسائل. اذا هناك فراغ، اذا هناك فراغ. يعني نعم، هنا فراغ تتحمل مسؤوليه السلطات المغربيه. وهذا نداء، هذا نداء سي بوشعيب. شوف هذا نداء، هذا من بين النداءات. النداء الاول، النداء الاول كان اجتماعي في المغرب، خفنا من بركان ينفجر في المغرب، بعد ولا رئيس حكومه يحلف عليهم والله خدمت واحد. اش بقى؟ اودي شوف القضيه سي بوشعيب، الله يجزيك بخير، الله يجزيك بخير. المشاكل ديال المغرب قادين بها وعارفين بعضياتهم. دابا تنهضروا على المشاكل ديالنا حنا المهاجرين. واش انا ماشي مغربي يا صاحبي؟ لا اسمح لي لا سيدي ما قادينش بها. اسمح لي، الله يخليك عندي خويا ولد اختي، انا عندي خويا ولد اختي من المؤثرين، اش يحلف عليهم رئيس الحكومه؟ الله يخليك، اعطيني خاطرك سي بوشعيب، صلى على النبي، صلى على النبي. ايوا حنا في اطار تنهضروا على المشكل اللي مطروح في قضيه التعليم بالنسبه للجاليه المغربيه الموجوده بايطاليا. طرحتي قضيه مهمه وبروبوزيسيون كما يسموها بالفرنسيه، بروبوزيسيون تري امبورطونت، وقلتو لها السيده القنصله اللي كاينه عندكم تمايا، وقالت لك حتى فرحات بهذه العمليه وتلحق الخبر. على ما يبدو بان الاخبار وصلت، واش كاين شي رد؟ هذا اللي بغينا نعرفوا حنا دابا، واش جانا شي تجاوب او لا؟ على ما يبدو ما كاين حتى شي تجاوب. لا، حيت تتعرف الاداره المغربيه لا بيروقراطيه مالها فيها معطله، تيتسنى تشكلت حتى الحكومه بقى يجاوبوك على المعلمين. الله يهديه الشيطان. واش نقول لك اخي، تضارب على المكاتب الحكوميه، فين تيهمهم ولدي ولا ولدك، فين تيهمهم امي ولا اختك ولا باك. الله يهديك، يقلبوا على بلايص يشدوا بلايصهم، ومن بعد بيشدوا بلايصهم ديك الساعه سير اللي بغى يقرا واللي ما بغاش يقرا ولادهم مرات يقراو. شنو هو الحل سي بوشعيب؟ شنو هو الحل؟ انا تنطرح لك الاشكاليه وغادي نوصلوا نشوفوا. انا علاش قلت لك في البدايه الا كانوا ذوي النفوس طيبه وذوي الضمائر الحيه من المسؤولين المغاربه، قلت هذا في البدايه. قلت لك هذا نداء، راه قلت لك هذا نداء تنوجهوا لهاد الناس. أيوة. ماشي كل شيء، نعم، لان ماشي كل شيء تيبغي الوطن ديالو كي تنبغيو حنا وكي تيبغيو دوك الناس حماة الوطن. راه باقا البركه، باقا البركه الحمد لله. ايوا ديك البركه راه المغرب جاو الناس خونوا تاعيه وداو تاعيه وباقي الخير. هذا دليل قاطع بين البركه. لا، على البركه حنا دويت لك على البركه، ما دويتش على التعليم باش تكون البركه. على اي نرجعوا للموضوع ديالنا. يلا، هذا الموضوع ديالنا هو ان نكون جاوبتنا الحكومه المغربيه وصيفطت لنا هاد الناس. حنا كنا غنديروا التعليم الخاص، غنخلصوا من جيوبنا، وغادي نطلبوا من السلطات الايطاليه تعطينا ما نبقاوش نقريو في الجوامع، غتعطينا نقريوهم في المدارس، وغنديروا كاميرات ونراقبوا ولادنا اش تيقراو، ونديروا برامج ديال المغرب، وبعد يجيو امتحانات ديال المغرب يدوزوا ديال المغرب، رغم ان الدري. وبالنسبه للترونسبور وبالنسبه لهذا، اذا تفاهمنا وشرحنا للسلطات الايطاليه الموقف ديالنا، كن على يقين بان غادا تساعدنا، كن على يقين بان غادا تساعدنا. يا سيدي هذا شرف لكم، هذا شرف. وبالنسبه للمساعدات الايطاليه، ونقدروا كاع نديروا طلبات للسفارات الدول العربيه المعتمده في ايطاليا باش يعاونونا، اما بيس باش نديو ولادنا وباش نخدموا وباش نقادوا باش غير في ايام السي محمد عامر الله يجازيه بخير وصعب الامور على اي وزير. وهذاك الوزير بوحدو، هذاك الوزير بوحدو، كان دار واحد 5 مراكز ثقافيه على صعيد العالم، وكان الهدف ديالو من هذه النقطه ومشى فيها، ولكن ماتت. دوك الفلوس اللي خرجوا الله اعلم جاو زير اخر ومسح كل شيء. دار داك كنا في العيد الوطني وزراء هما. لا دابا صعب المهمه على اي وزير ديال الجاليه، صعب عليه. كنا تنبقاو مع 3 الصباح، والذي نفسي بيدي هسي عبد اللطيف الا عيط لي نهار الحد مع 12 الليل وجاوبني. يا ودي راه تنعرفوا الرجل ذو قيام، انا ما تلوحش لي راك تعرفني ما تنعرفش نمدح. ماشي لي انا، غير على السيد مات وما لقاش كيفاش يدير والغد في الصباح 9 الصباح توصلت محسوبه عليه هذه القضيه هذه، محسوبه عليه العيد الوطني 10 غشت. فهد السي عامر الا بغيتي تدخل العيد تيديروا في مساله كبيره، الا بغيتي تدخل يكفي انك الدعوه ديالك يكفي انك تكون مهاجر. ودابا هاد السي بيرو مصيفط لنا كل عمليه صيفطوا لي 4، وخاصكم مقدمين يعزل هاد 4 وتدخل بكونفوكاسيون بحال دوك اللي داخل. اغلبيه النص ديال القاعه ماشي مهاجرين، ولا داك الشيء قليل، ناضت فيه الفوضى مؤخرا. يعني انا ماشي تنقول لك على هذا، تنقول لك ودي بالنسبه غير المسؤولين، راه مساله بسيطه. المساله اش تخص ان الانسان يكون اولا يكون باغي،
الرغبه انه يخدم هاد المواطنين على حسب المسؤوليه وعلى حسب الراتب اللي تيشد. ثانيا انه تكون لديه واحد مخيله، واحد الخيال خصب. راه المساله ما تحتاجش الفلوس بقدر ما تحتاج قرار شجاع. هادشي اللي قال هادشي نافير بوليتيك. غدا ولا بعد غدا غادي نبداو نقولوا هذا مغربي دار هنا، راه تنشمئز ولو يديرها في استراليا. بقاو لك ثلاثه سي بوشعيب بقاو لك 3 دقائق باش ندوزك الاغنيه اللي طلبتي، لان لقيتها. الله يخليك، بقاو لك 3 دقائق غتكون معايا باختصار تام على هذا الموضوع. يلا. غير بالنسبه للتعليم انا تلتمس من المسؤولين، الله يجازيكم بخير، الله يرحم والديكم، الله يخلي لكم وليداتكم، الله يعطيكم ما تتمناو الى عاونوا هاد الناس، عاونونا غير معنويا. راه مؤسسه الحسن الثاني غير كافيه داكشي اللي تتعطي. راه حنا بغينا نقري ولادنا باش يبقى عندهم ارتباط بالدوله المغربيه، بثقافتهم، بلغتهم، ما تميعوش الجو. راه حنا خوتكم مغاربه، راه ما بغيناش يطرى لينا كيطرى اخواننا المهاجرين بالجزائر اللي طردوهم، ما بغيناش يطرى لينا كما تطرى لغدا ولا بعد غدا. ما عرفناش الامور كي غادي تكون هنا في ايطاليا وكيفاش غادي يكون علاقتها مع المغرب. راه مثلا غير الاتفاقيات اللي تنديروا مع ايطاليا راه خطر، خاصه في داك الشيء ديال الماليه. يعني ان الا عندك غير دار في المغرب ولا عندك هذا ما يمكنش لك تستافد من البلديه في الدار ديال بوبولاري كازا بوبولاري تيقولوا لها دار السكن الاجتماعي، ولا تستافد من الدعم ديال الحكومه. واش بغيتي هذا المواطن المغربي يمشي يشري الدار في تونس؟ واش بغيتي هذا المواطن المغربي، واش الدوله المغربيه عندها الحق تزود تعطي شواهد ديال الماليه وديال وزاره الماليه وديال الضرائب وهذا الدوله الايطاليه؟ راه عيب. ونمشي انا سيدي ما نبقاش انا ندير في المغرب اللي غادي يحيد عليا هاد المساعدات اللي عندي الحق ناخذها. اذا بقى معايا في خط السي بوشعيب، لان الوقت تقاد عليا، ولكن بغيتك تبقى معايا في خط باش تسمع الاغنيه اللي طلبتي، اللي هي اغنيه من اقدم الاغاني، واللي فيها تبارك الله مجموعه من المجموعات اللي معروفه على الساحه الوطنيه. هي مجموعه مسنوه كما وعدتك. ها هي، بقى معايا، وان شاء الله الاسبوع المقبل لنا للحديث بقيه، غيكون عندنا شي موضوع اخر خاص ثاني بهذه المشاكل ديال الجاليه، لان الهدف من هذا البرنامج لمعرفه الجميع باش يفهموا هذه القضيه. حنا الهدف ديالنا هو اننا نديروا التحليل ديالنا، تنديروا النقط على الحروف، وتنديروا على حسب المستطاع لي سوليسيون كي سون بوسيبل، هما اللي نشغلوا اللي معاملين اللي عندهم المسؤوليه على هذا الموضوع ديال الجاليه. حنا تنعطيو لهم هذا الشيء غراتويتمون بينيفولمون. وتنتمنى من هاد الناس السي عبد اللطيف ما ياخذوش المشكل الشخصي ولا مشكل ما بين امين ولا السي عبد اللطيف. لا هذا شغلهم، هذا شغلهم هذا. لا ماشي شغلهم، خصنا ننصحوهم. راه لا نعرفكم ولا نسمع بكم، تنعرفوا غير الملك في الوطن. سيدي التوابيت ومن غير التوابيت ما تنعرفوا حتى شي واحد. هذا هو اللي كاين. احنا تنقولوا لهم الله يجازيكم بخير، غوتنا انتقدناكم، احنا دابا حزينا الرايه البيضاء. والله يرحم الوالدين. يلا سير، بارك الله فيك. هاد الناس راه وليداتكم غدا غنتناسبوا معاكم، راه غيجي ولدي لاباس عليه وغيتزوج بنتكم. راه حنا مغاربه، هاك كيف ما كان الحال، راه حنا مغاربه. نعلو تقوا فينا الله، تقوا فينا الله. شكرا سي بوشعيب. الاغنيه قبل فوات الاوان، لان بقى لي الا 3 دقائق. يلا بقى معايا. السلام عليكم. وعليكم السلام. غير سون لين. الأغنية في خاطر السي بوشعيب والجالية الإيطالية المغربية العزيزة علينا وعلى جميع مغاربة العالم.
L'émission marocaine Arc-en-Ciel au cœur du Maroc, avec l'actualité durant 2 heures dans une radio de tolérance et de diversité, radio plurielle. Le direct de l'émission marocaine Arc-en-Ciel avec Abdelatif Sadqi. Je vous dis à très bientôt la semaine prochaine Inch'Allah. Eid Mubarak Saïd إلى جميع الجالية المسلمة أينما كانت وإلى الشعب المغربي قمة وقاعدة. سيدتي سادتي إلى اللقاء الأسبوع المقبل إن شاء الله، دائما على الساعة 3:30 التوقيت الفرنسي، وكذلك الساعة 2:30 التوقيت المغربي. Arc-en-Ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-Ciel au cœur du Maroc.